Dobry den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce programme hebdomadaire préparé par la rédaction francophone de Radio Prague International avec au programme cette semaine du chiffon, enfin plus précisément les habits, les uniformes des prochains athlètes participants aux Jeux Olympiques à Tokyo, les athlètes tchèques bien évidemment. On en reparle dans un instant, ce sera juste avant de parler de Jan Hus qui a valu aux Tchèques un jour de congé le 6 juillet puisque c'était la journée de commémoration du supplice de Jan Hus. Et en fin d'émission, nous parlerons de chiens avec l'ONG pragoise Help Pes qui éduque et remet gratuitement des chiens guides et d'assistance aux personnes souffrant de différents handicaps. Très bonne écoute. Un mois avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Tokyo, le comité olympique tchèque a dévoilé la collection de vêtements destinés à être portés par les athlètes lors de la cérémonie d'ouverture. Une collection aux couleurs nationales, mais aussi et surtout réalisée à partir d'un tissu fabriqué d'après une technique ancestrale classée à l'UNESCO. Pourtant, leur présentation n'est pas allée sans son lot de polémiques. Anna Kubishta. Un mois avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Tokyo, le comité olympique tchèque a dévoilé la collection de vêtements destinés à être portés par les athlètes lors de la cérémonie d'ouverture. Une collection aux couleurs nationales, mais aussi et surtout réalisée à partir d'un tissu fabriqué d'après une technique ancestrale classée à l'UNESCO. Pourtant, leur présentation n'est pas allée sans son lot de polémiques. Lors de la cérémonie d'ouverture à Tokyo, les athlètes tchèques défileront donc vêtus de bleu, blanc et rouge, mais c'est surtout le tissu bleu qui attire le regard de cette collection préparée par la styliste Zuzana Osako en coopération avec la société tchèque de vêtements outdoor Alpine Pro. Lorsqu'elle a été approchée pour réaliser cette collection olympique, Zuzana Osako, qui a vécu pendant des années avec son mari au Japon, a choisi de combiner des éléments de la culture tchèque et japonaise. Elle a cherché à jeter un pont entre ces deux cultures si éloignées via la technique traditionnelle d'impression sur étoffe indigo, dont l'artisanat en Europe centrale serait originaire du Japon depuis le XVIIIe siècle. Au Japon, l'impression indigo est une technique de teinture très populaire et a été pratiquée bien avant que cela ne parvienne dans nos contrées. C'est d'ailleurs toujours aussi prisé là-bas, même s'ils utilisent une technique différente. En Tchéquie, on considère cela comme un élément plutôt historique, mais avec son classement à l'UNESCO et les Jeux Olympiques, il y a un vrai regain d'intérêt pour les modrotisques. A teď se ta popularita vrací vlastně i se zápisem na seznam UNESCO a i s olympiádou. Le modrotisk, aussi connu sous son nom allemand Blaudruck, est une technique commune à la Tchéquie, la Slovaquie, l'Autriche, l'Allemagne et la Hongrie. Inscrit en 2018 sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, le modrotisk se traduit littéralement par impression ou teinture en bleu de réserve. Il s'agit d'une technique proche du principe du batik indonésien où l'on applique sur un tissu une pâte résistante à la coloration avant de le surteindre avec un colorant indigo. La pâte résistante de la cire le plus souvent empêche la peinture de pénétrer le motif, lui permettant ainsi de rester blanc ou non teint après la teinture. En Tchéquie, les deux seuls ateliers familiaux qui pratiquent encore cet artisanat produisent ainsi des métrages d'un tissu d'un bleu profond d'où ressortent en blanc des motifs floraux la plupart du temps, géométriques ou encore des dessins. C'est justement dans l'atelier de Jiří Danzinger à Olešnice en Moravie qu'ont été produits les tissus en Blaudruck destinés aux sportifs tchèques. Son savoir-faire lui a été transmis par son père qui lui-même l'avait appris de son propre père. 11 générations ont ainsi fait perdurer la tradition jusqu'à nos jours. En 2016, l'atelier a d'ailleurs fêté ses 200 ans d'existence. Pour fabriquer plusieurs mètres de tissu bleu aux imprimés blancs délicats, il faut 4 jours à l'artisan. J'ai une réserve de pâte à imprimer qui est faite à partir de gomme arabique notamment, mais il y a aussi quelques autres éléments qui y sont mélangés et qui étaient et resteront un secret bien gardé.
En créant les tenues olympiques, Zuzana Osako est allée puiser dans le registre folklorique des costumes traditionnels tchèques et moraves, d'où l'existence de modèles différents pour les femmes et les hommes. En adaptant de manière contemporaine ce tissu artisanal traditionnel, la styliste a opté pour un parti pris déjà très en vogue ces dernières années, où le modrotisk est revisité et remis au goût du jour. Pourtant, la collection n'a pas suscité que l'enthousiasme. Elle a également soulevé une vague de débats et de polémiques de ceux dont les réseaux sociaux sont friands, certains estimant que ce choix pour représenter la Tchéquie était une fois de plus des plus malheureux après les bottes en caoutchouc au JO de Londres, d'autres regrettant que les athlètes tchèques aient l'air de paysans dans le meilleur des cas, voire de ploucs. Au-delà des controverses en ligne, c'est du côté d'un spécialiste du Japon, Peter Holly, qu'on a pu entendre une des critiques les plus virulentes. Pour lui, la conception est le fruit d'un certain amateurisme et d'une incompréhension de la culture japonaise à laquelle ont été empruntés des éléments censés faire le lien entre les deux cultures. Já jsem se s výsledkem kolekce vlastně seznámil jako řadový občan. J'ai découvert la collection comme tout citoyen lambda. J'ai été vraiment très surpris en tant que spécialiste du Japon depuis des années. Ce qui m'a choqué le plus, c'est justement ce recours au folklore avec par exemple l'utilisation comme accessoire d'un éventail pourvu d'un gland. Cela ne donne vraiment pas une bonne impression et je trouve l'ensemble plutôt cheap en fait. A vlastně z toho nemám dobrý dojem. Au-delà des polémiques sur l'aspect des tenues olympiques officielles de la Tchéquie, peut-être que la seule question pertinente qui prévaudra dans moins d'un mois sera plus d'ordre pragmatique qu'esthétique. La couleur bleue ne déteindra-t-elle pas sur le blanc immaculé des robes et des chemises? Et les athlètes n'auront-ils pas trop chaud en manches longues et avec des blouses près du corps par les 40 degrés que peut atteindre l'été japonais? Verdict le 23 juillet. Le 6 juillet, c'était mardi, les Tchèques ont célébré une journée de commémoration du supplice de Jan Hus sur le bûcher. Ce théologien et prêtre réformateur dont les prêches et les positions sur l'Église ont bouleversé le royaume de Bohême et par ricochet l'Europe. Pour en parler en détail, Anna Kubishta a interrogé l'historien français Olivier Marin. Il est spécialiste du hussitisme et auteur d'un ouvrage intitulé « La Réforme comme à Prague, histoire des Hussites, 15e-20e siècle ». D'ordinaire, il est courant d'entendre parler du hussitisme comme d'une pré-réforme, de Jan Hus au mieux comme d'un précurseur de la réforme, mais pour Olivier Marin, c'est bel et bien une réforme à part entière dont il était question. Il a expliqué pourquoi il avait opéré ce basculement, au micro donc d'Anna Kubishta. De manière classique, les historiens ont tendance à faire démarrer la réforme avec les thèses de Luther en 1517. Donc, je propose de faire remonter ce début à 1412, 1415, donc un siècle plus tôt, dans la mesure où, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, un pays entier, au fond, se coupe de la communion romaine. Et de ce point de vue-là, je pense que le hussitisme se distingue nettement des hérésies médiévales qui l'ont précédé. Pensons au Qatar. Les Qatars, en effet, s'étaient révoltés contre l'autorité de l'Église catholique, mais comme l'ont démontré les historiens français, le qatarisme n'a jamais touché plus de 10% de la population, même dans l'Albigeois, même au cœur du territoire qatar. Ça n'a jamais touché qu'une petite frange de la population globale. En revanche, les idées hussites ont conquis la majorité des âmes, au moins en Bohême. Bon, le cas morave est plus compliqué. Les deux foi hussites et catholiques se partageaient sans doute de manière à peu près égale le margravia morave, mais en Bohême, on considère que dans les années 1430, les 2/3 au moins de la population étaient passés au hussitisme. Donc on a là affaire à une sortie de l'Église catholique dont on ne connaît pas de précédent dans l'histoire médiévale. Donc à ce titre-là,
Il me semble qu'en effet, le hussitisme inaugure la phase des réformes un siècle avant Luther. Vous donnez comme date 15e siècle, 20e siècle pour cette histoire des hussites. Pourquoi ce choix d'aborder en fait également les échos du hussitisme jusqu'à nos jours et pas seulement la période, on va dire, médiévale ou au maximum, allez, on va dire jusqu'à la Montagne Blanche? D'abord, on a un peu de mal à dater l'acte de décès des hussites. Vous avez raison, il y a solution de continuité, c'est-à-dire que le hussitisme passé la contre-réforme disparaît purement et simplement. Pendant 100-150 ans, on n'entend plus parler du hussite, plus personne ne se définit comme tel. Bon. Mais il m'a semblé intéressant, surtout pour le public français, de montrer comment ce passé occulté, rejeté, refait surface au XIXe siècle et devient l'un des mythes fondateurs de la nation tchèque contemporaine. Ça fait partie de ces traditions réinventées dont le XIXe siècle a été très, 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 très fertile. Il m'a semblé que cette réinvention du hussitisme, appartenait de plein droit à mon sujet et est susceptible d'intéresser les lecteurs français contemporains. Puisque sans ça, on ne peut pas comprendre Smetana, on ne peut pas comprendre Patočka, on ne peut pas comprendre la Première République tchécoslovaque, sa devise « La vérité vaincra », etc. Maintenant, j'aimerais peut-être revenir un petit peu à la figure de Jan Hus. Qui est-il et d'où part en fait son cheminement intérieur qui l'amène à questionner une certaine façon de fonctionner de l'Église catholique à son époque? C'est un parfait exemple de la méritocratie universitaire médiévale, puisque c'est un fils de paysan qui a été remarqué pour ses qualités intellectuelles. Il fréquente d'abord sans doute l'école paroissiale de Prachatice, puis monte à Prague faire ses études. Alors, qu'est-ce qui guide Jan Hus? Jan Hus n'a pas connu de chemin de Damas, pas de conversion brutale chez lui. Je dirais que Jan Hus est l'héritier, au fond, de la révolution pastorale du XIIIe siècle, au sens où, pour lui, l'acte pieux, l'œuvre sainte par excellence, ça n'est pas la liturgie, ça n'est pas la célébration des sacrements, ça n'est même pas la prière, c'est la prédication. L'objectif de Hus, jusqu'à son dernier souffle, il le dira encore le 6 juillet, ça a été d'arracher les hommes au péché pour les conduire au salut. Et en cela, Jan Hus est l'héritier un peu paradoxal, de la révolution pastorale amorcée par les ordres mendiants. Jan Hus a des accents dignes d'un Saint Dominique. Que deviendront les pécheurs? Voilà, c'est ça qui hante Jan Hus. À partir de là, il y a eu 3 Hus successifs. Jusqu'en 1408, Jan Hus est soutenu par l'archevêque de Prague. Il met donc en œuvre une réforme qui est impulsée d'en haut. Il prêche dans le cadre des synodes. Bon, c'est un réformateur véhément, ardent, mais qui ne sort pas des sentiers battus, je dirais. Puis de 1418 à 1412, la référence à Wycliffe le met en porte-à-faux par rapport à l'Église institutionnelle, notamment à la curie romaine et à l'archevêque. Il se rapproche donc du roi de Venceslas IV et on peut dire que durant ces 4 ou 5 années, il patronne une réforme de type gallican, dirait un Français. On retrouve chez Hus ce mélange d'exaltation de la figure royale, d'exaltation des traditions nationales, qui fait recette à la même époque en France sous le nom de gallicanisme. Donc c'est encore une réforme qui vient plutôt d'en haut, mais cette fois-ci sous la conduite du roi et de la haute aristocratie. Et enfin, 1412-1415, cette fois, Hus rompt avec le roi
Et il se mue en un prédicateur dissident, s'exile hors de Prague en Bohême méridionale. Et là, il devient de plus en plus subversif au sens où il préconise l'élection des curés de paroisse par les fidèles. Il exhorte à la rétention des dîmes. Il se met aussi à écrire en langue vernaculaire, ce qui n'était guère le cas auparavant. De ce fait, Hus laisse un héritage multiple et en partie contradictoire. Des catholiques, au XVe siècle, pourront encore se réclamer de Hus première manière, si j'ose dire. Pourront, parfois sans le citer nommément, mais réutiliser ses sermons. Il y a quand même une réception catholique de Hus. D'autres, disons les lucides pragois, les tenants de la réforme magistérielle, se prévaudront du Hus deuxième manière, je dirais plutôt. Et les radicaux, les taborites, ne seront pas complètement infondés à se placer eux aussi sous le patronage du dernier Hus. Suite de notre émission hebdomadaire, de notre podcast spécial. Depuis 20 ans, l'ONG pragoise Helpes éduque et remet gratuitement des chiens guides et d'assistance aux personnes souffrant de différents handicaps. Pour remplir sa mission, Helpes fait appel aux familles d'accueil qui gardent les chiots pendant plusieurs mois et leur apprennent à être un bon chien de compagnie. Magdalena Hrozinkova est allée à la rencontre d'une famille bénévole. Quand nous avons accueilli notre premier chien à la fin de l'année 2018, j'étais enceinte de notre premier enfant. Quand notre fils est né, nous avons commencé à élever notre deuxième chien et voilà que nous en sommes au troisième. Chaque chiot est différent, a un autre tempérament et nécessite une approche spécifique. Nos deux premiers chiens étaient des retrievers. Cette fois-ci, nous avons pour la première fois une femelle caniche royale. Klidná rasa obecně. Předtím to byli retrievři, teď je to královský pudl. Iveta Vonešová est une jeune maman qui vit en banlieue de Prague. Elle raconte comment elle est devenue bénévole au sein de l'organisation Helpes. Takže protože jsme s manželem milovníci pejsků a přemýšleli jsme, jak se do bytu... Avec mon mari, nous avons toujours rêvé d'avoir un chien, mais c'était compliqué vu que nous avons un appartement sans jardin. Et à l'époque, nous étions au travail toute la journée. Un jour, nous avons entendu un reportage à la radio tchèque sur le dressage de chiens d'assistance. Les représentants d'une association de Brno se plaignaient du manque de bénévoles chargés d'élever des chiots. Nous nous sommes dit que ce serait une belle opportunité pour nous, puisque certainement la situation serait la même à Prague. Nous nous sommes renseignés auprès des professionnels et avons contacté plusieurs associations pragoises qui étaient effectivement à la recherche de familles d'accueil. Nous avons finalement choisi l'organisation Helpes qui dispose de plusieurs stations d'élevage à travers la Tchéquie et dresse différents types de chiens d'assistance. Il nous a fallu à mon mari et moi surmonter l'unique obstacle. L'un d'entre nous devait demander auprès de son employeur la permission d'emmener le chien sur son lieu de travail. Je travaille dans une compagnie d'assurance et mes supérieurs étaient même enthousiastes à l'idée d'aider avec moi une personne en situation de handicap. Le premier flat-coated retriever accueilli par Iveta et son mari a dû faire des trajets quotidiens au centre de Prague, c'est-à-dire prendre le bus, le train, le métro. Et ces maîtres l'ont emmené partout, même au théâtre, où il a été, selon Iveta, accepté sans problème, à la différence de certains commerces. Notre rôle est d'élever le chiot pendant les premiers mois de sa vie, de le rendre propre et obéissant, de le sociabiliser. Pour cela, il doit être habitué aux endroits fréquentés et aux transports en commun. On le prépare à toutes les circonstances qu'il pourrait rencontrer. Car pour pouvoir accompagner une personne handicapée, le chien devrait être à l'aise dans n'importe quel milieu, dans le magasin, à la montagne ou à la piscine parmi les enfants. Pour éduquer le futur chien d'assistance, la famille d'accueil n'a pas besoin d'une formation spéciale. Elle bénéficie en revanche d'un suivi régulier des professionnels et doit rédiger chaque semaine un rapport sur les progrès du chien.
Au bout de 9 mois environ, le jeune chien est pris en charge par un éducateur spécialisé et apprend son rôle de guide. Sa famille d'accueil ne le perd pas de vue, comme l'explique Iveta Vonešová. Náš první pejsek je od nás docela kousek, bydlí v Kolíně u pána. Notre premier chien vit non loin de chez nous à Colline avec un monsieur handicapé physique qui se déplace en fauteuil roulant. Le deuxième chien que nous avons accueilli accompagne un garçon de 10 ans atteint de diabète car au sein de l'organisation HelpPes, les chiens sont aussi entraînés grâce à leur capacité olfactive exceptionnelle à intervenir auprès des personnes souffrant de diabète ou d'épilepsie. Chez ce garçon aussi, le chien d'assistance a appris à détecter une baisse de taux du sucre dans le sang et donc de prévenir une crise d'hypoglycémie. Il y a 15 jours, nous avons appris que le chien avait passé l'examen final et vivait donc désormais avec ce garçon et sa famille dans la région de Liberec. Za klientem někam k Liberci, takže už jsou s chlapcem společně. Et c'est ainsi que prend fin cette émission préparée par la rédaction francophone de Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Ahoy!